certains, il n'y a plus rien à faire. Il ne reste qu'à prier Dieu, peut-être la visite du pape, pour consoler les Camerounais. Peut-être, je ne sais. Vous savez, j'ai un regard un peu mesuré sur le rôle que l'Église, et là je ne m'adresse pas aux fidèles, le rôle que l'Église elle-même a joué dans les différents mouvements de libération ou contre les mouvements de libération. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Lorsque tu entends les propos de Njoya Moussa et celui de Hiram Iodi, tu te poses la question pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas. Donc j'espère que le pape nous rejoint en tenant compte de toute cette réalité, de tout le poids de cette réalité historique. Le cancer est généralisé, je te rejoins. Sur la réconciliation du pape avec nos ancêtres était beaucoup plus précieuse que ça, parce que tu l'as fait bien évoqué, le rôle qu'a joué l'Église catholique dans l'émasculation de la lutte nationaliste. Pour dire les choses simplement, les nationalistes étaient excommuniés, livrés à la vérité populaire, livrés aux forces coloniales pour être tués, etc. L'Église catholique a joué un rôle fondamental. Dans le domaine de la santé et des œuvres sociales, l'Église catholique compte dans notre pays de nombreux établissements hospitaliers de diverses catégories, souvent installés dans des zones reculées, au service des populations moins favorisées, de même que les structures d'encadrement de l'enfance déshéritée, à l'instar des orphelinats et du foyer de prise en charge des personnes vulnérables. Enfin, l'Église catholique intervient dans divers secteurs de développement, notamment en soutenant des projets multiformes axés sur la lutte contre la pauvreté. C'est dire, mesdames et messieurs, et sans être exhaustif, que la coopération entre le Cameroun et les Seychelles est fructueuse et mutuellement bénéfique. Et si, à ce bilan de la coopération appréciable, on prend en compte le nombre considérable de chrétiens catholiques qui, selon certaines statistiques, avoisinent près de 38% de la population camerounaise, on peut mesurer l'importance et l'ancrage du catholicisme au Cameroun. Alphonse Zener qui demande à Moussa Njoya comment voit-il le Cameroun après Biya, hein? Les analystes voient les signaux au rouge. Est-ce que ce n'est pas excessif? Bon, excessif, je ne sais pas. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, même quand nous allons à l'hôpital, hein, tout ce que nous espérons, c'est que la fièvre qu'on a ne soit qu'un petit palu et tout. Personne n'aime s'entendre dire qu'il a un cancer du côlon, qu'il a un cancer cérébral, ou bien qu'il a, je ne sais pas, une autre maladie compliquée, quoi. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que la situation du Cameroun est assez préoccupante. Et c'est pour cela que je reviens encore au doyen Zengele qui était fâché. Parce que on est à un carrefour de catastrophes, des scénarios, les uns plus catastrophiques que les autres. Et cela étant, depuis pratiquement 15 ans aujourd'hui, parce que c'est depuis 2011 que nous sommes sur la pente raide, et qu'on devrait procéder à un ensemble d'aménagements pour garantir la stabilité. C'est pour ça que je reviens encore dans les qui dit que c'est bon, on doit travailler à la stabilité. Mais cette stabilité-là ne peut pas, par exemple, se faire à travers l'apeupraïsme institutionnel qu'on voit là. Où on est dans un café à Nao, où on ne sait plus très bien à qui fait quoi. Si vous avez décidé d'opter pour une succession constitutionnelle ou institutionnelle, vous clarifiez les règles du jeu. Parce que si on disait que voici le vice-président, qui est inamovible, qui sert exactement à ceci, qui supplée le président dans tel élément. N'est-ce pas, les gens, au lieu de se livrer à la guerre des clans, devaient commencer plutôt la danse du ventre en disant que voilà le nouveau centre de pouvoir là-bas, les reconversions et tout. Vous comprenez un peu? Les gens devaient déjà commencer leurs émissions, leurs discours que je salue d'abord son excellence, le vice-président de la République, qui nous garde, nous tous, etc. Les gens s'alignent. Mais là, actuellement, il y a un flou total sur le plan institutionnel. Sur le plan des affaires, Hiram en parlait tout à l'heure. Le Cameroun, c'est le blackout total. C'est chaque jour qu'on négocie pour qu'il n'y ait pas une dévaluation du franc CFA. Regardez le climat des affaires, tout le monde étouffe, il n'y a pas d'argent là dehors, c'est terrible. Le Cameroun doit s'endetter à tour de bras même pour payer les salaires. Aucun secteur n'est viable aujourd'hui. Qu'il soit primaire, tertiaire, secondaire, etc. Il n'y a pas de route. Regardez la circulation dans Douala. Il y a une histoire là qu'on appelle pénétrante S. Je ne sais pas où. On nous disait souvent quand on était petit qu'il y avait les grands mecs qui enterraient le Mboma. Les bois, sur certaines routes, on arrange et vient casser la nuit. Peut-être c'est ça la base. Ça devient... Mon ami Luther Meka avait dit que c'est mystique. Que l'affaire de la route là. Peut-être c'est lui qui a raison. C'est leur gestion du pouvoir des PCP. On arrive, mais... Non, comme c'est eux qui gèrent, peut-être c'est eux qui connaissent la vraie affaire. Parce que si ce n'est pas mystique, je ne comprends pas comment on peut gouverneur 2 km de route en 14 ans. Pour revenir, sur tous les plans, on ne va pas faire le débat là, la santé, l'éducation, etc. Tout. Ce qui est le plus préoccupant, le Cameroun a un creuset d'insécurité. On est adossé sur le Nigeria. Plus de 1200 km de frontières. Toute la zone nord du Nigeria est non maîtrisée. C'est-à-dire qu'on a commencé là, de l'Adamawa jusqu'au bassin du lac Tchad et tout. Vraiment, là-bas, l'État a même dit que vraiment, rester avec et tout. Vous avez et les Boko Haram et les États islamiques et tout, qui sont autant de forces exogènes mobilisables par n'importe quelle personne mal inspirée. Et quand vous êtes dans un pays où les gars, vous volez 100 milliards, une personne se lève, vaut 50 milliards, 100 milliards, 200 milliards. Personne au monde ne peut voler 200 milliards pour aller manger.
Quand vous volez déjà 200 milliards, là, ça veut dire que vous avez d'autres ambitions à part manger, à part construire les maisons pour vos enfants ou acheter des terrains. Vous avez déjà d'autres ambitions. Donc vous avez des gens maintenant en interne. Vous prenez sur la face Est, la Centrafrique, tout le monde sait, c'est une passoire en termes sécuritaires. Vous regardez même au sud du Cameroun, l'ouverture sur l'océan, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo, qui ne verraient pas d'un très mauvais œil le changement d'un régime au Cameroun. Ça, je peux vous le dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à exploser. Je vais vous prendre une petite problème. Le projet de la route, la Trans-Afrique centrale qui partait du Congo pour le Cameroun. Le Congo a terminé son tronçon qui est large x2. Ça fait 10 ans avant que le Cameroun ait bricolé un petit goudron de ce côté-ci. Quand vous arrivez à Kiossi, regardez du côté des Bébéines. Regardez Kiossi de ce côté-ci. Vous voyez vous-même. Hein? Le Cameroun aujourd'hui, de par sa gouvernance, c'est un frein. Il étouffe. Étouffe les potentialités de l'Afrique centrale sur tous les plans. Regardez aujourd'hui un Tchadien qui sort sa marchandise du port de Douala. D'abord les tracasseries sur la zone portuaire pour arriver à N'Djamena. Nombre de contrôles routiers. 140, 150 contrôles. L'état de la route. Ngaoundéré, Garoua, il est obligé de faire 1 jour. Garoua, Maroua, il est obligé de faire 3 jours. Maroua, Kousseri, il est obligé de faire 2 semaines avec les camions qui tombent, etc. Donc, partir du port de Douala avec une marchandise pour entrer à N'Djamena, il fait 2 semaines, 3 semaines, c'est le carburant, les frais de route, sans compter les contrôles intempestifs. Vous pensez que le commerçant de N'Djamena est content de la gouvernance du Cameroun? Ou bien même le pouvoir de N'Djamena, qui lui-même, le Tchad lui-même, qui est une zone grise en matière sécuritaire. Ce que les Camerounais savent pas, c'est que nous sommes adossés au Soudan. Hein. Le Soudan, c'est au-dessus là. C'est-à-dire que quand vous prenez le côté de la Centrafrique avec du canal là, vous remontez quelques kilomètres, vous êtes dans le Soudan. Là, il y avait les gens du Darfour, les Janjaouides, qui est aussi avec toutes les forces et tout. Donc, en interne, maintenant, vous avez des gens qui ont volé beaucoup d'argent. Ils ont tellement volé qu'ils ont satisfait, comme disait Maslow, toutes les strates de la pyramide des besoins. Il ne reste plus que l'autoréalisation, le sommet. Et l'autoréalisation pour quelqu'un qui a déjà été ministre d'État, ou je ne sais pas, premier ministre, ou ministre pendant longtemps, qui a déjà 600 milliards dans son compte, etc. Qu'est-ce qui lui reste, à part être président? Pire encore, la guerre des clans fait en sorte qu'ils sont dans un jeu à somme nulle. La victoire d'un clan sonnera la mort physique, économique, politique et sociale de l'autre clan, puisqu'ils ne vont pas se faire de cadeaux. Donc, un peu comme on voit là au Soudan, les forces de réaction rapide avec les forces gouvernementales, etc. Les gars ne vont pas se faire de cadeaux. Parce qu'ils savent que si tel arrive. Est-ce que ce n'est pas de l'exagération? Je n'exagère rien. Si je peux me permettre, je pense pas. Quand vous regardez comment les gars se comportent, même dans les affaires, à Yaoundé, vous voyez les trucs, on ne va pas revenir sur ça ici là. Mais vous voyez les guet-apens que les gars se tendent chaque jour. Comment les gars neutralisent, on a parlé tout à l'heure de la nomination à des fonctions de directeur général, des directeurs généraux, etc. Et tout. La guerre, c'est-à-dire sans pitié à laquelle les gars se livrent. Je vais vous dire simplement que ce que les gars font dans les journaux aujourd'hui, tel a son journal qui tape sur l'autre, l'autre a son journal qui tape sur un là. Ça sera des factions, ça sera maintenant des milices. Les gars vont dépasser l'affaire de la communication, etc. Ça sera des milices. Vous avez vu ce qui s'est passé au Conseil régional du Sud, par exemple. Comment ça s'est passé? Le régional du Sud est arrivé, l'autre clan lui a dit que mon frère, calme-toi là-bas et tout et tout. On l'a enfermé à l'hôtel Bengo, on a dit que pas de plus fermé ici, là, etc. Ça sera la guerre de tout ce qu'on. Ce qui fait en sorte que l'avenir du Cameroun se voit approcher. La principale raison pour laquelle les gens partent au Canada, les hauts carrés et tout. Les gens disent qu'ils partent chercher l'argent et tout. 9 amis sur 10 qui partent au Canada, en Allemagne, etc. te disent que Njoya, On ne peut pas se projeter. le truc, on ne peut pas se projeter. Et de deux, la tendance que le Cameroun est en train de prendre là, la tangente que le Cameroun est en train de prendre là, vraiment mieux, on est d'abord dehors. Quand ça va se gâter et se calmer, on va revenir. Malheureusement, on a perdu 16 soldats camerounais, 16 Camerounais. Si on s'en tient à la communication du ministère des Relations extérieures hier, 16 Camerounais sont morts à la guerre, dans la guerre en Ukraine. D'ailleurs, les familles ont été convoquées de ce côté. Oui, ça veut dire. Non, je dis qu'on a toujours l'habitude de prendre le Cameroun comme un pays exceptionnel. Et c'est une bonne chose pour nous. Ça participe un peu de notre fierté nationale, de notre chauvinisme, j'ai envie de dire. Mais cette manière de se penser un pays à part nous empêche souvent de voir les signes du danger et du déclin quand ils viennent. Ce qui est arrivé aux autres commence déjà à nous arriver. Les guerres que l'on voit ou que l'on observe dans les différentes batailles de nomination sont des guerres de prise de position de pouvoir. Parce que quand vous contrôlez le port de Douala, quand vous contrôlez la raffinerie, quand vous contrôlez le pipeline, quand vous contrôlez la société qui alimente l'eau ou l'électricité, vous avez entre vous une partie du pouvoir. Et c'est pour ça que les clans s'affrontent. Et la guerre va devenir de plus en plus agressive dans les prochaines semaines. Moi, si le président de la République, je ne sais pas s'il nous écoute, mais si ceux qui lui parlent encore nous écoutent, j'ai envie de leur dire que le peuple camerounais est la seule chance pour une porte de sortie apaisée pour le président de la République. Est-ce que vous pensez qu'il ne le sait pas, le président? Je ne sais pas s'il le sait. Et j'ai envie de le dire aussi à ces clans qui s'affrontent. Le seul moyen de garantir un avenir stable et prospère pour tous, c'est de redonner au peuple camerounais sa souveraineté. Jouer avec la Constitution, repousser les élections locales peut donner une certaine impression que l'on soit en train de démobiliser le mécontentement, mais que ces élections aient lieu en 2027, en 2028 ou en 2029.
le résultat sera le même. Parce que le quotidien des Camerounais est de plus en plus difficile. Il est difficile de faire sortir une marchandise du port. Il est difficile d'avoir 2 ou 3 jours sans coupure d'électricité. Les marchandises, le poisson que nos mamans vendent là, ça pourrit dans les congélateurs. Les frais de maintenance de nos véhicules, les amortisseurs, on doit les changer maintenant tous les 4 mois. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ces difficultés du quotidien font que les Camerounais vont être de plus en plus tendus, de plus en plus mécontents et malheureusement de plus en plus agressifs. Et l'impression qui est donnée en plus que la seule chose qui leur restait, le pouvoir de décider en déléguant leur autorité à des représentants, leur est enlevé, n'est pas fait pour calmer les choses. Donc que l'on institue une fonction de vice-président, qu'on lui donne tous les attributs qu'il faut, qu'on décide de qui on veut, ne réglera pas le problème, le mécontentement va monter et à un moment donné, la soupape sur la cocotte minute va finir par sauter. Donc il est dans la responsabilité de ceux qui nous dirigent de prendre, nous attirons encore leur attention, de prendre les bonnes décisions. Est-ce que la mise en place, la promulgation justement de ce projet de loi par le président de la République parlant du poste de vice-président, est-ce que selon vous, ça pourrait être un signal, un début de solution à la crise anglophone? Parce que non, là également pas. On en parle, mais pourtant la crise anglophone, elle, est perdure. Absolument pas. Je pense que nos frères des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont répété à plusieurs reprises que leur plainte n'était pas relative à des postes. Leur plainte était relative à l'organisation de notre vivre ensemble, à l'intégration de leur communauté, au respect des différences linguistiques, ainsi de suite, à l'équilibre de nos systèmes éducatifs, à l'équilibre de nos systèmes judiciaires. Voilà ce qu'ils réclament. Et je ne pense pas que ce qui n'a pas été fait par un premier ministre anglophone depuis, je ne sais pas, 3 décennies, le sera subitement par un vice-président anglophone. Absolument pas. C'est l'architecture institutionnelle camerounaise qu'il faut complètement revoir. C'est peut-être le modèle même d'organisation des pouvoirs publics qui doit être repensé. Et là, je rejoins donc une fois de plus le doyen Zengelé qui dit que ça ne peut pas se dessiner dans la précipitation. Il y avait plusieurs amendements qu'on aurait dû faire passer. On s'est contenté uniquement sur celui du vice-président qui lui-même est totalement incomplet, alors que l'élection présidentielle nous a donné le signal que les Camerounais veulent vivre autrement et qu'il faut peut-être remettre sur la table les questions de la forme de l'État, effectivement les questions de séparation et d'équilibre entre le pouvoir exécutif, le législatif et le judiciaire, et qu'il faut redonner au peuple la capacité de décider par lui-même. Donc non, je ne pense pas que l'instauration d'une fonction de vice-président réglera le problème. Je pense que ça va exacerber la lutte entre les clans, que ça va mettre encore plus en danger notre sécurité et notre économie, et qu'on, j'allais dire, se dirige lentement mais sûrement droit dans le mur. Oui, Moussa Ndjoya. Cher aîné, peut-être qu'avant il était localisé à quelques endroits. Pour moi, il est déjà généralisé. Je ne pense pas qu'il y ait une seule région du Cameroun qui échappe à ce niveau de frustration et de mécontentement. Et c'est pour ça que je réitère mon appel. Il peut sembler naïf. Seul le pardon du peuple pourra sauver ceux qui sont en train de manœuvrer à Yaoundé. Modifier la constitution, repousser le mandat des conseillers municipaux, des députés à l'Assemblée nationale, redécouper le territoire, parce que ça aussi ça arrive. Redécouper le territoire pour se donner une certaine légitimité dans certaines circonscriptions, ça n'arrêtera pas le mal. On ne soigne pas le cancer avec le paracétamol. Il faut une médecine choc. Et le niveau de gravité que notre pays a atteint demande des mesures choc. Le seul moyen d'y arriver, c'est d'entamer cette purification-là, cette réconciliation nationale. Je sais que le peuple camerounais sera pardonné. Mais si les gens s'entêtent à continuer d'avancer sans le peuple et contre le peuple, à un moment donné, même la visite du pape, même les prières, même la descente de Jésus, de Bouddha, ne nous sauvera pas de l'inévitable. C'est arrivé à d'autres nations, je vais dire africaines en particulier. Nous n'en sommes pas loin. J'ai bien peur que le point de rupture soit beaucoup plus proche qu'on ne le pense. J'espère que les quelques sages qui nous restent encore, comme le doyen Zengelé, mais je ne sais quelle force et quelles énergies ils ont contre les jeunes loups, mais que le peu de sages qui nous restent sauront employer, parce qu'ils ont la sagesse, les derniers leviers pour permettre au bateau Cameroun de ne pas chavirer. Mais ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat est extrêmement grave pour l'avenir du Cameroun. Et malheureusement, j'espère que les Camerounais en prendront conscience avant qu'il ne soit trop tard. Si le pape ne peut pas peut-être se réconcilier avec nos ancêtres aussi. En tout cas, nous-mêmes, ça vient de nous, ça vient de notre volonté, que ce soit le pape ou les ancêtres, ils sont dans l'immatériel, ils ne sont pas là avec nous. Donc la première volonté vient de nous-mêmes. Est-ce que face à tout cela, face à nos peurs, face à nos difficultés, face au poids de nos contraintes, nous nous disons quand même que la seule chose qui nous reste ensemble, c'est le Cameroun et que nous devons le défendre à tout prix. Parce que si nous ne menons pas cette guerre-là, dans tous les cas, elle arrivera par un fait de cause, elle sera totalement non maîtrisée. Donc pour moi, le pape, Dieu, les ancêtres, j'y crois, mais je pense que les Camerounais d'abord eux-mêmes ne doivent pas se décourager, ne doivent pas se démobiliser, doivent continuer la mobilisation qu'on a vu naître, particulièrement le 12 octobre. Le moment n'est pas loin. Je pense qu'un imprévu arrivera plus tôt qu'on ne le pense et nous donnera l'opportunité de renverser la tendance. Moi, je pense que la question de Marie-Flore, avec les autres ministres du culte, j'en parle dans mes travaux avec les autres ministres du culte, l'église protestante, imams, etc., dans l'émasculation des populations lors de la révolte des début des années 90, les années de Brest, c'est même eux, lors de la tripartite, les pasteurs Awasun, Janko Lamère, les prêtres comme Onomimbwe et consorts, qui ont véritablement travaillé les forces du changement au corps ainsi que les populations pour ramener le calme. Et on a vu comment ils ont travaillé après l'élection présidentielle pour relativiser plus ou moins. Les choses n'aidant pas, en fond de étant très croyants, catholiques, etc. On a quoi amadouer les gens en disant la paix est bien, Jésus a demandé de pardonner, etc. Et tout. Donc, Marie-Flore demande, est-ce que le pape, et moi j'ai apprécié la posture de la conférence épiscopale nationale durant l'élection présidentielle et la posture d'un certain nombre d'évêques qui se sont mis fondamentalement aux côtés du peuple. Que ce soit l'évêque de Yagua, l'archevêque métropolitain de Douala, l'évêque de Bafoussam et j'en passe. Et la position même lors du séminaire épiscopal qu'il y a eu à Bouya est assez notable. Ils ont même beaucoup fait, contrairement aux imams par exemple, qui se sont contentés de prendre leur argent et prier pour la paix au Cameroun, d'être reçus par le SGPR pour raconter des histoires et des âneries.
alors qu'ils n'arrivent même pas à bien nous regarder la lune seulement pour le ramadan. Ça va. Non, Donc, on ne va vous pas avez. jusque-là. Non, je vous dis la vérité, non. Chaque année, ne se discute. C'est votre vérité. Ne se discute le croissant lunaire. Les gens comme ça. Non, non, non. Non. Deuxièmement, Non. vous avez vu les pasteurs. Donc, moi, je dis l'église catholique a occupé ou bien a eu une posture louable durant l'élection présidentielle. Je voudrais que le pape aille plus loin, justement, en se mettant lui aussi aux côtés du peuple. Qu'il ne vienne pas faire du blanchiment du régime comme les deux autres qui sont venus avant lui sont venus faire. Jean-Paul II et Benoît XVI. Donc, il faut que le pape Léon XIV, quand il arrive là, qu'il suive le discours même de son propre clergé et se mette aux côtés du Cameroun et dise à tous ces vautours-là, dont la plupart ne manquent pas à l'église là. Vous avez vu l'autre jour là, il était comme ça là. Tu dis que si Dieu accepte le genre de prière. C'est leur relation avec Dieu. Chacun, On va pas- c'est une on va relation pas- individuelle. on va- on C'est va que pas- la relation avec Dieu. D'abord, Dieu là, si c'est vraiment Dieu là, nous on peut lui en vouloir parce qu'il fait que ces gens-là Non. vivent longtemps. Non, on est Pendant pas- ce temps, les jeunes meurent à 22 ans, 21 ans, 30 ans, tout. Tu as les gens là qui font le mal, matin, midi, soir, ils sont alors d'une santé de fer. Tu dis que, mais- On ne va pas juger sur cette antenne. Peut-être Moussa Ndoya, non, je ne vous juge pas, pensez- je dis que Oui. vraiment, comme je dis là, Dieu doit se mettre aussi du côté du peuple. Et donc son Et le représentant, pape qui doit venir là, doit se mettre du côté du peuple. En mettant ces gens-là face à leur responsabilité, en disant que vous avez déjà trop fait. Vraiment, occupez-vous de ce peuple qui souffre tant. Et j'aime bien, je vais bien, c'est avec curiosité que je vais suivre le discours qui va tenir à Bamenda. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bamenda quand le nom s'est possédé est parti là-bas. Quand on a dit que le ministre tant en représentant de telle personne, vous avez vu ce qui s'est passé à l'église, non? Oui. Même les sœurs religieuses disent, représentant de qui cela? Même les prêtres disent que, donc, je vais écouter le discours qui va tenir à Yaoundé. Bamenda. Bamenda. Je vais bien sûr le discours qui va tenir à Douala, ville martyre par excellence. Depuis des décennies et encore lors de la dernière élection présidentielle, on est venu choper Kane Anissé pour qu'il a mouru dans les cellules infectes du secrétariat d'État à la défense du 7. Donc je veux bien écouter ce qu'il va dire à tous ces centaines de milliers de bensikineurs, diplômés qui n'ont pas trouvé du travail, qui risquent leur vie au quotidien sur les routes. Ces centaines de chômeurs obligés de curer les caniveaux, etc. Et tout. Ces hommes d'affaires qui subissent les contrôles fiscaux chaque mois, etc. Je veux qu'ils disent à toutes ces âmes en peine là, ces damnés de la terre, je veux bien écouter ce qu'il va leur dire durant ce voyage là au Cameroun. Parce que s'ils rendent le coach, moi j'ai vu, vous avez vu comment les gens avaient fait à Bamenda, que devant le nom, ce que des choses que tu es venu avec le Yaoundé là, il risque d'avoir un divorce profond entre les fidèles de l'église catholique et le clergé. Je vais vous confier un truc. Je connais beaucoup de fidèles à Yaoundé qui m'ont dit qu'ils ne peuvent plus suivre la messe dirigée par tel évêque ou tel archevêque Ça arrive. ou bien tel prêtre qui s'est montré indifférent à leur sort ou bien contre leur sort. Et ça, c'est depuis l'affaire Monseigneur depuis Bala. Oui, ils ont dit. C'est-à-dire que tu dis que mais Tara, il y avait la messe au quartier, il y a tel pontificat, il a dit Qui? non, on ne peut pas suivre la messe quand tu l'as dit. Quelqu'un peut faire parcourir, quelqu'un peut marcher de Mindong pour Mbala 2 pour aller suivre, dire que moi je peux faire la messe. J'ai des amis qui partent de chez moi à Biemassi pour aller à Essos pour suivre la messe là-bas parce qu'ils disent que je ne peux pas suivre la messe par exemple à la basilique mineure. Il t'explique que parce qu'il y a tel prêtre là-bas qui fait la messe, il est l'ami des ministres, etc. Moi, je ne parle pas dans les églises pareilles. Donc, l'église catholique joue gros avec la prochaine visite du Venue. pape. Merci infiniment.